Bonjour, pour réussir l'exercice 1 du bac en spécialité SVT, vous devez rédiger un texte argumenté. Il faut donc rédiger des arguments, c'est-à-dire des exemples, des expériences ou des observations. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques arguments que vous pouvez utiliser pour illustrer un texte argumenté en lien avec la contraction musculaire. C'est parti. Alors on va commencer par quelques observations pour montrer qu'à l'intérieur d'une fibre musculaire, durant la contraction, les filaments fins d'actine glissent sur ceux de myosine. Vous pouvez vous appuyer sur des photographies qui sont prises au microscope électronique à transmission. Dans un premier cas, vous faites référence au sarcomère d'une myofibrille qui provient d'une fibre musculaire relâchée. Vous observez une succession de bandes claires et de bandes sombres, et au milieu d'une bande claire, vous observez la présence d'une strisède, le sarcomère étant situé entre deux strisèdes. Dans la bande sombre se trouve notamment le filament épais de myosine, et il y a également des filaments fins d'actine qui sont rattachés aux deux strisèdes. On peut faire le même type d'observation, mais cette fois-ci, quand la fibre musculaire est contractée, il s'agit donc d'une autre électronographie, mais qui est prise avec le même grossissement pour que l'on puisse comparer la longueur des filaments d'actine et de myosine. Alors sur ces deux images, quand on compare la longueur du filament de myosine, on voit qu'entre le moment où la fibre musculaire est relâchée et le moment où elle est contractée, la myosine ne change pas de longueur. Et on peut également mesurer les filaments d'actine qui, eux non plus, n'ont pas changé de longueur. En revanche, c'est la longueur de la bande claire qui a diminué puisque les deux strisèdes se sont rapprochés. Et ça nous montre que les filaments d'actine ont glissé sur ceux de myosine en rapprochant les deux strisèdes. Donc en résumé, pour montrer que durant la contraction dans une myofibrille, les filaments fins d'actine glissent sur ceux de myosine, vous pouvez proposer de comparer deux électronographies de myofibrille qui proviennent de fibres musculaires, l'une au repos et l'autre en état de contraction. Et entre ces deux électronographies, les filaments fins d'actine et ceux de myosine ne changent pas de longueur, c'est la longueur de la bande blanche du sarcomère qui diminue parce que les deux strisèdes se sont rapprochés en lien avec le glissement des filaments d'actine sur ceux de myosine. Voici maintenant un deuxième argument. Il s'agit d'une expérience pour montrer que le glissement des filaments d'actine sur ceux de myosine nécessite de l'ATP. On prend des fibres musculaires de lapin qui sont isolées, on les observe au microscope et on va mesurer l'état de leur contraction. Et au bout d'une minute, on va ajouter de l'ATP et du calcium, en sachant qu'au départ, il n'y a ni ATP ni calcium. Donc on voit qu'au bout d'une minute, quand on apporte ATP et calcium, la tension de la fibre augmente, c'est-à-dire que la fibre se contracte. Puis on va ajouter du salirgan, c'est un poison qui va empêcher l'hydrolyse de l'ATP. Et dès que le salirgan est ajouté, on constate que la tension diminue, donc la fibre ne se contracte plus. Cela veut dire qu'avec de l'ATP, la fibre se contracte, et lorsque l'ATP n'est plus hydrolysée, elle ne se contracte pas. Donc en résumé, pour montrer que le glissement des filaments d'actine sur ceux de myosine nécessite de l'ATP, on peut s'appuyer sur une expérience dans laquelle on mesure l'état de la contraction de fibres musculaires de lapin qui sont isolées et en présence d'ATP et de calcium, et ensuite en présence de salirgan qui va empêcher l'hydrolyse de l'ATP. En absence de salirgan, quand elles peuvent hydrolyser l'ATP, les fibres se contractent, mais en présence de salirgan, elles ne peuvent plus se contracter. Et donc ça nous montre que l'hydrolyse de l'ATP est indispensable à la contraction musculaire. Voici un nouvel argument qui est très proche du précédent pour montrer que le glissement des filaments d'actine sur la myosine nécessite du calcium. On va faire le même type d'expérience que précédemment en prenant toujours des fibres musculaires de lapin et on va mesurer l'état de leur contraction à travers la tension. Au temps initial, il n'y a pas de calcium ni d'ATP, on va donc en ajouter au bout d'une minute. Puis ensuite, on va ajouter un chélateur de calcium. C'est en fait une substance chimique qui va empêcher l'action du calcium. Donc, dès qu'on ajoute le chélateur de calcium, la tension de la fibre diminue, ce qui montre que la contraction s'arrête. Donc, en résumé, pour montrer que le glissement des filaments d'actine sur ceux de myosine nécessite du calcium, vous vous appuyez sur une expérience dans laquelle on mesure l'état de la contraction de fibres musculaires de lapin qui sont isolées, en présence d'ATP et de calcium, puis ensuite en présence d'un chélateur de calcium.
Lorsque le calcium peut agir, les fibres se contractent, et lorsqu'on ajoute le chélateur du calcium, qui va bloquer l'action du calcium, les fibres musculaires ne peuvent plus se contracter, ce qui nous montre donc que l'action du calcium est indispensable à la contraction. On termine la vidéo par un dernier argument pour montrer que l'ATP permet de rompre la liaison entre l'actine et la myosine. En cours, vous avez vu que le glissement des filaments d'actine sur ceux de myosine fait intervenir des têtes globuleuses de la myosine au niveau desquelles l'ATP va se fixer et va s'hydrolyser, ce qui permettra un glissement de l'actine. L'une de ces étapes correspond à l'ajout de l'ATP qui va rompre la liaison entre l'actine et la myosine et ensuite cet ATP sera hydrolysé. Alors comment peut-on argumenter le fait que l'ATP rompt la liaison entre l'actine et la myosine? Eh bien, vous pouvez vous appuyer sur une observation qui est la rigidité cadavérique. C'est-à-dire que les muscles d'un cadavre sont de plus en plus raides. Et ça, on l'explique par le fait que, à sa mort, l'individu ne produit plus d'ATP, donc les têtes de myosine restent accrochées à l'actine, si bien que le glissement des filaments n'est plus possible. En résumé, pour montrer que l'ATP permet de rompre la liaison entre l'actine et la myosine, vous pouvez vous appuyer sur la rigidité cadavérique, puisque à sa mort, un individu ne produit plus d'ATP, si bien que les têtes de myosine de ces muscles vont rester solidaires des filaments d'actine, ce qui va empêcher le glissement des filaments, et les muscles vont donc s'enraidir. C'est ça, cette rigidité cadavérique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt.